Wesh. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais envie de faire depuis un moment, notamment, je sais pas, là ça fait quelques mois maintenant quand même que j'ai ouvert cette chaîne YouTube et du coup je me disais que c'était une vidéo qui allait permettre d'apprendre à nous connaître un petit peu plus. Je sais pas exactement comment je l'aurais appelé encore, mais l'idée c'était que je vous présente en gros 10 livres qui ont marqué une étape dans ma vie de lectrice. Pas forcément du coup des livres que j'ai adorés, voire même vous verrez il y a un livre que j'ai pas aimé du tout, mais voilà des livres qui ont un peu marqué, voilà, comme je viens de le dire, un tournant. Je pense que, je sais pas, c'est une vidéo que j'aimerais bien voir sur d'autres chaînes. Peut-être que je pique le concept à quelqu'un et que ça existe déjà, notamment dans le YouTube, Booktube anglophone que je n'écoute pas du tout, enfin bon voilà. Mais bref, du coup, si jamais vous avez déjà eu connaissance de ce genre de vidéo, je vous invite à me le dire en commentaire pour que je puisse créditer la personne qui en est à l'origine. Donc je vous propose qu'on attaque tout de suite. Alors le premier livre, je ne l'ai pas en ma possession parce que c'est donc un livre que j'ai lu avec ma mère et mon frère quand j'étais enfant. Il s'agit de La rivière à l'envers de Jean-Claude Mourleva. Alors Jean-Claude Mourleva, c'est vraiment un auteur qui a marqué toute mon enfance et toute ma scolarité aussi. Je pense que je l'ai découvert avec L'Enfant Océan qui fait partie des livres avec lesquels j'ai appris à lire en fait en primaire. Et c'était un roman que j'avais vraiment adoré. Et donc ma mère qui avait à cœur de nous faire apprécier la lecture avec mon petit frère et de nous initier à cet exercice qui nécessite de l'entraînement, mine de rien. Elle nous faisait souvent le soir une espèce de lecture un peu à plusieurs voix, où genre on lisait un peu un chapitre chacun à notre tour. Et donc La rivière à l'envers de Jean-Claude Mourleva faisait partie de ces livres avec lesquels on a fait ça. Et c'est juste une petite pépite, moi je vous invite vraiment à le lire même si vous êtes adulte. Dans La rivière à l'envers, on va suivre un personnage principal ou narrateur, je me rappelle pas, qui s'appelle, il me semble, Tomek, et qui part à l'aventure. Je vous parle vraiment à partir de mes souvenirs, donc peut-être qu'il y aura des trucs imprécis, mais dans mon souvenir, donc, il part à l'aventure pour trouver un remède pour quelqu'un, il me semble peut-être son grand-père ou quelque chose comme ça, qui va très mal. Et donc dans son voyage, il va passer par tout un tas de lieux un petit peu merveilleux, un petit peu fantastiques. Moi je me rappelle notamment la forêt de l'oubli, c'était vraiment quelque chose qui derrière a animé, si vous voulez, a pris une part très importante dans mon imagination d'enfant, dans les jeux que je m'inventais dans ma tête et tout, que je jouais avec mes copines, enfin bref voilà. Donc la forêt de l'oubli, pardon, qui est une forêt dans laquelle quand il rentre, il disparaît en fait de l'esprit et de la mémoire des personnes de son entourage. Je me rappelle d'un champ de fleurs, donc déjà des descriptions vraiment... J'ai vraiment des images, si vous voulez, de cette lecture qui m'ont marquée. C'est une lecture que j'aimerais bien refaire bientôt, parce que j'avais adoré, donc étant enfant, et que j'aimerais bien y porter aujourd'hui un regard d'adulte. Et après il y a plein d'autres livres de cet auteur, je pense notamment à La Balafre, au Combat d'hiver, que j'ai aussi beaucoup aimé. Et bon voilà, Mourleva, je pense que c'est vraiment l'auteur qui a marqué le début de mon histoire avec la littérature. Il y a plein d'autres auteurs jeunesse dont j'aurais voulu parler, mais j'avais pas envie non plus que ce soit une vidéo sur la littérature jeunesse. Dites-moi d'ailleurs si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, parce que voilà. Mais le deuxième livre qui m'a marqué, c'est L'écume des jours de Boris Vian. Donc L'écume des jours de Boris Vian, je l'ai lu en première. On avait lu Zola avec mon prof de français de seconde et je m'étais dit genre waouh, ok, en fait les classiques ça peut être cool. Et du coup je lui avais demandé à mon prof de français, que j'aimais beaucoup et qui a aussi eu un rôle important dans ce que j'aime aujourd'hui lire et tout. Bref, donc cet homme, je lui avais demandé une liste de classiques à lire pendant mon été, donc de la seconde à la première. J'étais ce genre de meuf. Voilà. Et en fait, j'en ai lu qu'un finalement de toute ces listes. Je veux dire, encore aujourd'hui, je crois pas. Ah si, parce qu'entre temps, du coup, j'ai lu L'Assommoir, mais bref, c'est le seul livre que j'avais lu de cette liste à l'époque. Et je sais pas, en fait, j'avais regardé la liste et j'avais choisi le plus court de la liste, donc c'était L'écume des jours. Et ça a été un vrai coup de cœur à l'époque. Ça a marqué un peu le début d'une histoire d'amour avec Boris Vian, dont j'ai lu quasiment toute l'œuvre par la suite. J'ai arrêté d'en lire, je pense, il y a 4-5 ans, et j'aimerais bien quand même retenter, parce que je pense que mon avis aurait changé et que j'aurais pas du tout la même appréciation de son œuvre aujourd'hui. Donc L'écume des jours, je sais pas si ça vaut le coup que je m'attarde longtemps sur l'histoire, mais en fait c'est un livre sur l'amour et la maladie.
Donc, mais bref, en gros, on est avec un couple dont la femme est atteinte d'un cancer, mais tout ça écrit avec la plume et l'imagination et l'univers de Boris Vian, qui donc nous emmène dans quelque chose de complètement onirique, de très décalé, où les corps se déforment, où les objets prennent la forme des expressions, où l'horreur se transforme dans les choses les plus belles et s'incarne dans les choses les plus belles qui peuvent exister, genre le cancer dans une fleur. Dans mon souvenir, en tout cas, c'était ça. Pareil, j'ai des images très ancrées. Voilà, j'aimerais bien le relire aussi. Ça fait partie des livres que j'aimerais relire bientôt pour voir ce que j'en pense aujourd'hui avec un nouveau regard. Ensuite, le troisième livre, c'est En finir avec Eddie Bellegueule d'Édouard Louis. Donc, ce livre-là, c'est le premier livre que j'ai lu sur les conseils d'un ami. C'était donc pareil en première, je pense, peut-être en terminale, je sais plus, enfin bon bref. Un gars de mon lycée qui adorait la littérature, je crois que c'est toujours le cas d'ailleurs, qui l'anime, je sais pas d'ailleurs, c'est possible qu'il regarde ces vidéos, je me demande s'il me suit pas sur Instagram. Donc, Alexandre, si tu passes par là. Donc il était fan de littérature et il m'avait conseillé ce bouquin et ça m'avait complètement marqué. Je pense que c'était aussi donc la première fois que je lisais de la littérature qui était ni jeunesse ni classique, donc en gros de la littérature contemporaine. Et pareil, donc je sais pas si ça vaut la peine de présenter Édouard Louis, mais donc Édouard Louis c'est un très jeune auteur contemporain qui écrit principalement donc, même peut-être exclusivement des œuvres à caractère autobiographique dans lesquelles il raconte son itinéraire de transfuge de classe. Alors j'aurais plein de choses politiques à discuter sur l'utilisation du terme transfuge de classe, mais pour que tout le monde sache de quoi je parle, je vais l'utiliser dans cette vidéo. Édouard Louis raconte un petit peu son itinéraire de transfuge de classe et dans En finir avec Eddie Bellegueule, il se concentre principalement donc sur son enfance, sur sa relation à ses parents en tant qu'enfant, sur la découverte de son homosexualité. C'est un livre qui est vraiment super violent. Le rapport au père, dans mon souvenir, il est... moi, il m'avait presque traumatisée. Mon mec l'a eu, lui, il y a pas longtemps, il m'en avait parlé et effectivement, ça m'a ravivé un peu des souvenirs. Enfin voilà, il y a des scènes, vraiment des échanges qui sont d'une extrême violence. On développe, en tout cas moi, j'avais développé une antipathie très violente pour les parents. Voilà, j'ai lu quasiment tout ce qu'il a sorti ensuite. Mais pareil, je pense qu'aujourd'hui, vu que je me suis un petit peu développée politiquement, il y a plein de choses que j'aurais à redire sur son travail. Mais il faudrait pour vous en dire davantage que je me replonge dedans, donc avec mon regard d'aujourd'hui. Ensuite, le premier livre de littérature étrangère que j'ai lu, il s'agit de L'immeuble Yacoubien de Alaa El Aswany. Donc Alaa El Aswany qui est un auteur égyptien. C'est un livre qui m'avait été offert par ma grand-mère en 2017, donc pour mes 18 ans. Je vois le petit mot qu'elle m'avait mis à l'intérieur. La lecture entre ma grand-mère et moi, c'est quelque chose de très important, je pense. C'est vraiment la personne de ma famille qui a le plus, je sais pas comment dire, attaché de l'importance à nous transmettre ce goût à moi, à mon frère, mes cousins et tout. Malheureusement, je crois qu'il y a qu'avec moi que ça a vraiment marché. Mais bref, donc elle m'a toujours offert des livres. La plupart des livres que j'ai adorés et aujourd'hui que je me développe mes propres goûts, c'est super parce qu'on peut vraiment échanger autour de ça. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qu'on partage fort aujourd'hui, qui nous lie et que j'adore partager avec elle. Mais donc, au-delà du fait qu'il est marqué par ce lien avec ma grand-mère, L'immeuble Yacoubien, c'est aussi un livre très politique et je pense la première fois que j'ai lu un roman, donc c'était en plus, ça, je me rappelle, je l'ai lu en L1 ou en L2. Bref, à un moment où vraiment j'étais en train de me politiser fort. Et ça a marqué vraiment quelque chose. Je me suis dit, ah ouais, ok, en fait, les romans, c'est pas que de la littérature, quoi. Ça peut aussi être autre chose que des jolis mots et des jolies phrases mis les uns derrière les autres. Ça peut vraiment venir nous heurter, ça peut faire réfléchir. Mais donc voilà, L'immeuble Yacoubien, c'était ça. Dans L'immeuble Yacoubien, c'est un roman choral, on dit. Quand il y a plein de narrateurs, qu'on suit plein de personnages différents, qu'il y a différents niveaux de narration et tout, dans mon souvenir, en tout cas, c'est ça. Donc on suit plein de personnages hyper variés qui viennent nous proposer un peu un tableau du Caire dans les années 30. Alaa El Aswany, c'est un auteur qui est contemporain, qui écrit encore aujourd'hui, mais il me semble qu'il est censuré en Égypte justement à cause de la puissance politique qui est contenue dans ses bouquins. Voilà, donc on va brasser vraiment très large. Je regarde vite fait la quatrième de couverture, je me permets pour raviver mes souvenirs. Mais voilà, on a la question donc de l'homosexualité, de l'émancipation des femmes, des violences sexuelles aussi, des violences sexistes, du pouvoir de l'argent, de la corruption, bref, voilà, vraiment un tableau social et politique vraiment très vaste et un merveilleux roman que je vous recommande.
Ensuite donc que je n'ai pas en ma possession parce que entre temps j'ai acheté la Pléiade de Saint-Exupéry et que donc je me suis séparée des poches que j'avais. Il s'agit de Vol de nuit donc d'Antoine de Saint-Exupéry. Vol de nuit c'est le premier roman, enfin c'est le roman qui m'a en fait déclenché vraiment, qui m'a fait devenir une lectrice dans le sens ok en fait je veux que la lecture ce soit pas juste ah là j'ai le temps je vais lire un livre ou pendant les vacances ou des trucs comme ça mais vraiment en fait je veux consacrer du temps à la littérature. Et notamment parce que je pense qu'avec Vol de nuit, j'ai découvert le style et l'amour du style et le fait que c'est possible d'adorer un livre même si on n'en a rien à faire de l'histoire. Et d'ailleurs, franchement, je me rappelle pas du tout de l'histoire de Vol de nuit. Je me demande, mais peut-être que je confonds avec d'autres textes de Saint-Exupéry parce que quand même, ça se rejoint beaucoup. Si c'est pas un pilote qui est perdu ou qui se perd ou qui raconte peut-être même pas son naufrage, j'ai pas le mot, son crash, mais peut-être que je me plante et que je confonds avec autre chose, mais en tout cas, c'est vraiment voilà, avec ce livre de Saint-Exupéry que j'ai découvert l'aspect poétique de la littérature, ouais, le style en fait, l'intérêt du style, et que je me suis dit, ok, là en fait, il y a un gros dossier et il y a moyen de passer des très très bons moments en compagnie de livres, et que donc j'ai commencé à lire très 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 sérieusement et à me construire une bibliothèque. Ensuite, il y a le premier livre que j'ai lu dans une autre langue que le français, à savoir l'anglais. C'est The Curious Antidote of the Dog in the Nighttime de Mark Haddon, je pense qu'on dit. Donc le curieux accident du chien dans la nuit. C'est le premier, donc c'est un livre que m'a offert ma mère. J'ai commencé par là parce qu'en fait c'est un texte qui est vraiment très accessible dans sa forme, dans sa langue. En fait on suit un petit garçon qui est autiste et qui donc un matin découvre le chien de sa voisine mort devant chez eux et donc il va chercher à mener son enquête pour comprendre ce qui est arrivé à ce chien. Et donc en faisant ça il va aussi apprendre plein de choses sur sa propre vie et donc on va le suivre dans son quotidien. C'est écrit dans une langue, c'est écrit par un enfant, comment dire, c'est écrit comme si c'était pensé par un enfant, donc c'est écrit dans une langue qui est très simple. C'est même un petit peu illustré dans mon souvenir, il y a des petites photos, il y a les listes qui se fait, enfin vous voyez, bref voilà, c'est vraiment, si jamais vous avez envie de vous lancer dans la lecture en VO, je pense que ça peut être une super première lecture. Donc voilà, en tout cas pour moi ça a très très bien marché. Ensuite, ah oui, j'avais oublié que j'avais mis ça. Le 7e texte, c'est, donc je ne l'ai pas avec moi parce que je m'en suis débarrassée. Je sais plus si je l'ai vendu ou jeté, mais c'est Le goût sucré des pommes sauvages de Wallace Stegner. C'est le premier livre que j'ai détesté. Le premier livre que j'ai lu et que j'ai abandonné en étant en colère et en me disant mais c'est quoi cette merde qu'on m'a vendue. En plus c'est un livre que j'avais acheté à l'époque sur les conseils d'un libraire que j'aimais beaucoup et qui d'habitude me conseillait des trucs chouettes. Mais c'est aussi un livre que j'avais acheté dans le cadre d'un challenge de lecture que j'aimais bien faire à l'époque sur Instagram et où il fallait, je crois, le mot d'un aliment dans le titre. Et donc, je sais pas, j'avais demandé conseil et donc j'avais pris ça. Et franchement, c'était trop nul. C'était un recueil de nouvelles, dans mon souvenir, il y avait 4 nouvelles. J'avais trouvé ça hyper mondain, mais aujourd'hui, j'ai plus de problème avec la littérature qui parle de mondanité, mais genre mondain en mal. Enfin, je sais pas, c'était que des personnages, mais je veux dire, imbus d'eux-mêmes. Complètement inintéressant, creux, qui s'attachait à des trucs hyper superficiels, le style était inintéressant, la narration était inintéressante, enfin bref, en vrai c'est le souvenir que j'en garde, peut-être qu'aujourd'hui j'aurai un regard différent parce que ça commence à remonter, je crois que je l'ai lu il y a 5 ans. Mais bref voilà, j'ai détesté Le goût sucré des pommes sauvages. Dites-moi si vous avez adoré ce livre et qu'il faudrait que je le relise. Ensuite, alors là, très important, c'est La fortune des Rougon d'Émile Zola, parce que donc, pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, vous le savez sûrement, mais il y a 4 ans, 5 ans, je sais plus, je m'étais lancé le challenge de lire donc l'ensemble des Rougon-Macquart dans l'ordre. À la base, j'avais appelé ce challenge 2 ans avec Zola. C'était très ambitieux puisque 4 ans plus tard, j'en suis au 12e tome. Voilà, mais c'est pas grave, j'ai revu mes ambitions à la baisse. Mais donc forcément, La fortune des Rougon, qui est le premier tome des Rougon-Macquart, il a marqué le début de cette aventure qui continue pour moi et qui est très très importante, je pense, dans mon rapport à la lecture, de m'être lancée dans ce projet-là,
d'explorer l'œuvre de Zola, qui est un de mes auteurs préférés quand même aujourd'hui, je pense que je peux le dire. Donc dans La Fortune des Rougon, c'est vraiment, enfin alors ça pourrait s'appeler les origines quoi, les origines de cette saga. Et donc on va avoir en fait le couple, enfin le trouble même originel, enfin c'est pas un trouble parce que c'est un remariage, mais donc l'origine de cet arbre que va être les Rougon-Macquart, d'où viennent tous les vices, tous les défauts, toutes les obsessions des membres de la famille. Ben, si vous voulez le savoir, vous saurez tout en lisant La Fortune des Rougon. C'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé parce qu'on a aussi quand même un peu tous les enjeux politiques du Second Empire qui sont exposés. Dans mon souvenir, on a un peu un soulèvement social, un soulèvement populaire quoi, contre l'Empire. Bref, voilà, et je me rappelle aussi un duo d'enfants qui m'avait bouleversée dans ce texte. L'enfance, c'est quelque chose qui me touche beaucoup dans la littérature et donc voilà, il y avait un duo là dont j'ai oublié les noms, faut savoir que j'oublie systématiquement les noms des personnages. À lire La Fortune des Rougon, que vous vouliez ou non lire l'ensemble des Rougon-Macquart, franchement, il est trop négligé ce tome, je trouve, alors qu'il devrait faire partie des classiques et des plus connus à mon sens. Avant-dernier livre, c'est Capitale de la douleur de Paul Éluard. Quand même si je ne suis pas du tout une lectrice de poésie, je pense que c'était nécessaire que je vous en parle un petit peu parce que je sais pas, c'est important, enfin je sais pas. Bref, je voulais vous en parler, c'est tout. Capitale de la douleur, c'est le premier recueil de poésie que j'ai apprécié et où je me suis dit genre waouh, ok, en fait la poésie c'est pas que à l'école, ça peut être intéressant, ça peut nous faire vivre des émotions, c'est pas juste incompréhensible. Bah voilà, moi ça a été Éluard, ça a été Capitale de la douleur et j'ai mis très longtemps à réussir à apprécier autre chose après. Et franchement aujourd'hui en vrai il y a peu de poésie que j'apprécie en dehors de Éluard et Ragon. Alors après je veux pas faire genre, je suis pas allée explorer très très loin non plus. Mais vraiment ouais, je sais pas, la poésie surréaliste, je crois que ça me touche trop, j'aime trop. Je peux rien vous en dire franchement parce que j'y connais, enfin je m'y connais pas du tout en poésie, du coup c'est pas parler de poésie si vous voulez. Mais juste ça m'a trop touchée, enfin je sais pas si vous voyez toutes les pages que j'avais cornées parce qu'à l'époque je cornais encore les livres. Maintenant je crayonne les livres, voilà, chacun son équipe, n'hésitez pas à m'insulter en commentaire. Mais du coup, bref voilà, il y a tellement de poèmes que j'avais trouvé merveilleux, sur l'amour, sur je sais pas, ça m'a trop parlé. J'ai l'impression que je dis rien, je dis juste ouais c'est trop bien, j'ai trop aimé. Là, je vous ai vraiment présenté les livres dans l'ordre chronologique de mes lectures. Et le dernier livre dont je vais vous parler, je l'ai lu il y a 3 ans. Il s'agit de Frankenstein de Mary Shelley, donc pareil que je n'ai pas en ma possession parce que je l'ai prêté à ma mère. Ça a été pour moi une entrée dans la littérature gothique, premièrement, qui est un genre que par la suite j'ai poncé et que je continue à poncer. Ça c'est mes lectures d'automne, c'est littérature gothique, j'aime trop, bref. Que pendant longtemps je l'ai revendiqué comme étant mon livre préféré, alors aujourd'hui ça a changé parce que en fait j'ai lu d'autres bangers, notamment Moby Dick dont je fais le choix de ne pas parler dans cette vidéo mais que je mentionne quand même. mais bref voilà, donc il a été très largement détrôné entre temps. Mais voilà, c'est vraiment un livre que j'ai considéré comme mon livre préféré pendant longtemps et je pense notamment parce que c'est le livre qui m'a fait découvrir, si vous voulez, la dimension psychologique que pouvait porter la littérature et que pouvaient porter les romans, puisque dans Frankenstein, qui est quand même... alors le titre est connu parce que le monstre est connu, mais le roman est alors peut-être aujourd'hui un peu plus lu, mais quand même encore méconnu, je pense. Donc dans un premier temps, on suit l'histoire du créateur, donc de Frankenstein, et dans un second temps, on suit l'histoire du monstre, de la créature, qui est donc quelque chose de fabriqué à partir de morceaux de cadavres. Ça part mal. Qu'est-ce qui pouvait mal se passer, j'ai envie de vous dire, avec une expérience comme ça. Mais bref, donc cette créature qui prend vie et qui va complètement dépasser son créateur, va complètement lui échapper et devenir une terreur partout où il va passer en gros. C'est un livre qui, je pense, est surtout connu aujourd'hui parce qu'il il pose la question du progrès scientifique, du progrès à tout prix. Je vais y arriver, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Mais moi, c'est pas du tout cette dimension que je retiens et cette dimension qui m'a touchée. Ce que j'ai adoré, moi, c'est toute la dimension psychologique qui est développée sur le monstre. Parce que donc ce monstre, cette créature, est certes horrible physiquement, fait peur, a une force, il me semble, assez conséquente. Mais c'est aussi une créature qui a une conscience, qui a des sentiments, qui a des émotions et qui
va exprimer dans toute une partie du livre son expérience en fait du rejet et du fait de ne réussir à appartenir à aucune communauté, à aucun collectif. Ce qu'il ressent en fait quand il voit la peur dans les yeux des gens alors qu'il n'est pas du tout animé à la base de mauvaises intentions. C'est quelque chose qui change, mais aussi justement ça développe en fait pourquoi en fait on peut devenir mauvais. Toute cette dimension que j'ai vraiment adorée. Pour vous dire, c'est un livre notamment que je terminais, je me rappelle, dans le train en rentrant d'une échéance politique parisienne. Et dans le train, j'avais fait que pleurer parce que j'avais justement lu ce passage où la créature est, il me semble, cachée dans une ferme ou dans un grenier et observe une famille à travers, je sais plus si c'est le trou d'une serrure ou vous voyez, d'un genre entre deux planches ou quelque chose comme ça, et qui décrit ce qu'il voit et qui décrit tout ce qu'il ressent de voir cette union, cet amour, et lui qui en est complètement exclu. Et je peux pas vous dire. Enfin, donc je lisais ces pages-là et je pleurais et je pleurais et je pleurais. Et donc voilà, j'ai découvert cette dimension psychologique que pouvait avoir la littérature et depuis, je l'explore régulièrement et c'est toujours quelque chose qui me touche et qui me parle énormément. Eh bien écoutez, c'en est fini de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et j'espère que vous aurez découvert des livres peut-être marginalement, parce que je pense que j'ai quand même évoqué principalement des auteurs et des livres qui sont assez connus aujourd'hui. Donc je prétends pas vous avoir fait découvrir des grosses niches avec cette vidéo, mais je sais pas, j'avais envie de vous partager un petit peu ce parcours pour qu'on apprenne à se connaître et tout. Et du coup, je serais très curieuse si vous aviez envie de me donner vous aussi, pas forcément 10, peut-être seulement 5 ou peut-être 20 si vous êtes emballé, mais voilà, des livres comme ça qui ont marqué votre vie de lecteur, de lectrice et pourquoi. Je sais pas, je trouve que ça permet d'en savoir un peu plus sur les gens et tout, et sur et comprendre comment ils en sont arrivés à quel bout, et du coup je trouve ça chouette. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, c'est ce qui me soutient, c'est ce qui me donne de la visibilité. N'hésitez pas non plus à partager, n'hésitez pas non plus à me dire ce que vous avez envie de voir sur la chaîne. J'ai encore plein d'idées, mais voilà, je suis toujours preneuse de choses peut-être qui ne me passeraient pas par la tête et que vous auriez trop envie de voir maintenant que vous avez cerné un petit peu mon univers. Je vais pas vous tenir la jambe plus longtemps. J'espère là, je pense d'ici 2-3 vidéos max avoir réussi à investir dans un micro, donc améliorer le son. Mais d'ici là, d'ici les prochaines vidéos, puisqu'on se dit à dans 2 semaines, je vous souhaite de très belles lectures.